Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Quel rendez-vous emploi de Bismart. Merci pour votre fidélité et vos réactions sur les réseaux sociaux. Dans le cercle RH, on va s'intéresser au management émotionnel. Oui, c'est le management avec les chevaux. Est-ce que le cheval est le meilleur ami du manager? Eh bien, on le saura dans quelques instants, évidemment, avec mes invités. Working Progress, vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises et de start-up qui innovent. Et puis, bien dans son job, on va s'intéresser à une société, justement, alors qui est au cœur de notre sujet, qui est une société support, un outil pour les RH, on en parlera avec eux. Ils ont sorti une étude passionnante, avant Covid, après Covid. Mais d'abord, le JT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, on commence avec une bonne nouvelle. Le nombre de chômeurs a fortement diminué en juin. On compte 204 700 inscrits en catégorie A, en moins selon les chiffres de Pôle emploi publiés hier. Une baisse due au retour de demandeurs d'emploi vers l'activité réduite avec la poursuite du déconfinement. Mais le nombre de demandeurs d'emploi reste à un niveau très élevé avec plus de 4,2 millions d'inscrits en catégorie A. Au total, l'effectif des catégories A, B et C a continué d'augmenter de 0,5% pour plus de 6 millions d'inscrits, son plus haut niveau historique. Danone va former ses salariés le temps que la crise passe. Il a signé un accord de principe pour proposer des formations de 2 ans à ses salariés dont l'emploi est menacé. Les participants à ces formations resteront salariés de Danone pendant toute la durée du programme et conserveront leurs avantages. Danone s'engage à financer ce dispositif tout en étudiant des relais de financement public selon les pays. Le groupe fait le pari que ce dispositif lui reviendra moins cher qu'un plan social. Enfin, les patrons sont aussi plutôt favorables au télétravail. Selon un sondage réalisé par la CPME, 39% des employeurs interrogés souhaitent augmenter le recours au télétravail, soit la même proportion que les salariés. Un patron sur 5 le met en parallèle avec une réduction de surface de bureau. Ces derniers mois, 82% des dirigeants l'ont instauré, dont plus de la moitié, 53%, en raison de la crise sanitaire. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud. Merci Cécilia, on se retrouve demain, bien dans son job, c'est tout de suite notre rubrique de l'environnement RH. On reçoit Mathieu Bernard. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Vous êtes un jeune DG France de PayFit, alors qui était une petite société au départ et puis qui est devenue une très belle entreprise qui a plus de 500 collaborateurs. Exactement. PayFit, en quelques mots, avant de découvrir votre étude qui est passionnante, PayFit c'est quoi? C'est un outil au service des RH, un outil paye comme on dit? Exactement, PayFit c'est une solution logicielle, un SaaS comme on dit, à destination des PME. Qui permet d'automatiser la gestion de la paye et des ressources humaines. Donc congés payés, notes de frais, espace dématérialisé pour les employés. On s'est lancé il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 3500 clients et on est présent dans 5 pays. 5 pays. Dont la France, notre pays mère. Vos clients, c'est PME, ETI? PME essentiellement. Donc les boîtes qui vont avoir entre 0 et 200, 300 collaborateurs. C'est vraiment une cible très spécifique qu'on veut adresser, sur laquelle il n'y a pas forcément d'acteurs auparavant. C'est un vrai sujet, là, la question des payes. On va revenir sur votre étude, mais la paye, c'est compliqué. Il faut avoir quelqu'un en interne. Il y a beaucoup de chiffres, c'est extrêmement complexe à faire une paye. Oui, c'est un sujet très complexe, pas forcément maîtrisé par des fondateurs d'entreprise. Ou par des RH. Ça change souvent. Ça change souvent. On l'a vu d'ailleurs avec la crise, avec le chômage d'activité partielle. Exactement. Qui a mis tout le monde en difficulté. Oui, vous avez dû beaucoup travailler. Exactement, oui. Alors, PayFit, qui est une belle et jeune entreprise, dirigée par des jeunes dirigeants. Vous me disiez que votre CEO était plus jeune que vous, d'ailleurs. Oui. Vous avez 29 ans, donc c'est dire. Vous vous êtes dit, tiens, on va faire une étude, on va essayer d'interroger. Alors, c'est une première étude, c'est un premier pas. On va voir d'ailleurs ce premier carton avec quelques chiffres, parce que c'est intéressant. Vous l'avez fait avant Covid, après Covid, c'est sur la rétention des talents. En un mot, c'est comment conserver ces talents. Alors là, on le voit, ça c'est sur avant Covid, donc 31% considèrent que c'est l'évolution de carrière qui est importante, 18,5% considèrent que c'est l'évolution salariale, 14,8% l'ouverture du capital aux salariés, qui est un vrai sujet, et puis vous découvrez les chiffres près de vous aussi, Mathieu, 14,8% qui souhaitent une revalorisation du sens de la mission. Et là, on va voir, vous allez le commenter avec nous, ça évolue après Covid. On va le voir, regardez. Ce chiffre important, 36,6, on est passé de 31 à 36 sur l'évolution de la carrière et de la responsabilisation. Comment vous l'expliquez? Les collaborateurs ont muté, ont changé de logiciel pendant ce Covid? Oui, exactement. Donc on a voulu faire une étude pour comparer l'impact du Covid sur les ressources humaines pré- et post-Covid. Et effectivement, il y a un vrai changement sur le sujet de la rétention des employés, et en particulier avec 3 éléments clés, comme vous l'avez dit, l'évolution des carrières qui est très importante, la volonté d'apprendre, de grandir,
la partie autour de l'accès au capital et aussi la revalorisation du sens. Et je pense que c'est dans une période où les gens se sont posés pas mal de questions et ils se sont dit, OK, quel est le sens de mon métier, quel est le sens de ma mission? Et aujourd'hui, les entreprises se posent ces questions. On l'a vu aussi d'ailleurs avec Danone, qui est devenue une entreprise à mission depuis quelques semaines. On l'a entendu tout à l'heure, Danone, qui évolue. Exactement, ils évoluent même. Les boîtes du CAC 40, c'est aussi chez notre étude, comparer les Next 40, les futures entreprises technologiques et le CAC 40. Et toutes ces entreprises se disent comment est-ce qu'on peut donner plus de sens pour que les employés aient plus d'impact. Ouais, alors il y a un élément important, on ne l'a pas mis en chiffres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans votre étude qu'on peut découvrir sur votre site, évidemment. Près de 78,9%, c'est-à-dire 79% des collaborateurs disent « Nous, on veut rentrer dans une flexibilité du travail ». On l'entend beaucoup sur ce plateau. Au moins une journée de télétravail par jour. Voilà, ça c'est une constante. Oui, il y avait effectivement le sujet autour du sens au travail et de la rétention, mais il y a aussi un vrai sujet autour de l'organisation du travail. Et les gens, si le télétravail était quand même présent dans les boîtes du Next 40, aujourd'hui 90% des DRH disent qu'ils veulent modifier leur façon de travailler, la rendre plus flexible pour répondre aux besoins des clients. Et c'est aussi une tendance qu'on voit côté CAC 40. Vous dites quand même dans cette étude, ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même une mutation de la manière de travailler, du lieu de travail, de la manière dont on appréhende son travail, le sens. Et puis, vous le dites, là, on passe du côté RH, réorganisation des RH. C'est-à-dire qu'il faut que les RH se repensent aussi. Oui, complètement. Les RH, qui étaient essentiellement les ressources humaines, aujourd'hui vont beaucoup plus se centrer sur l'humain, accompagner leurs équipes, les faire grandir. Il y avait aussi, c'est assez marrant, mais dans une période de crise, le rôle du management qui joue aussi un rôle des RH finalement. On l'entend beaucoup ça. Oui, exactement. Le manager qui est RH, qui est coach, là on l'a beaucoup chez nous, a dû beaucoup accompagner leurs équipes pendant la crise sur les sujets de création d'esprit d'équipe et aussi d'accompagnement émotionnel. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises Next 40, d'ailleurs je crois que c'était plus de 60%, ont mis un accompagnement spécifique sur tous les sujets émotionnels pour accompagner leurs équipes pendant la crise. C'est intéressant Mathieu, parce que dans quelques instants, on va faire un débat sur l'equi-coaching, justement sur le management émotionnel. C'est quoi? On est dans une ligne de crête où on a basculé dans un autre univers. On n'arrive pas à savoir encore si on va repartir en arrière ou si d'une manière irrémédiable, on va basculer vers ce nouvel univers, cette nouvelle manière de manager. Oui, c'est difficile de dire si on va basculer compliqué. Ouais. En tout cas, nous, chez Payfit, on se rend compte que si on fait confiance aux équipes, qu'on les responsabilise, qu'on n'est plus dans un suivi purement opérationnel, mais plus dans une dimension de coach, réfléchir avec eux où est-ce qu'ils veulent évoluer, comment est-ce qu'ils veulent grandir dans leur carrière, où est-ce qu'ils veulent travailler, même physiquement, on se rend compte que les équipes vont être d'autant plus engagées, vont se sentir responsabilisées. Et quand on fait confiance à quelqu'un, je pense qu'il va faire confiance à l'entreprise et à son management derrière. Mais Mathieu, ça veut dire que vous remettez peut-être même dans votre mode d'organisation, société de 500 salariés, l'idée même du manager. On en a besoin du manager? Ou alors c'est plus le bon mot qu'il faut utiliser, c'est plus le mot manager? Alors, nous, on ne remet pas en question le rôle du manager. On aura toujours quelqu'un qui sera là pour accompagner les équipes. Et on pense qu'avoir une organisation claire permet aussi d'avoir de la flexibilité et faciliter aussi la communication et le passage des messages. Bien sûr. En revanche, le rôle du manager, effectivement, chez nous, il y a une grosse dimension RH, people, il y a une dimension coach, et il est là pour faire grandir les équipes, et on les forme d'ailleurs, les managers, dans ce sens-là, pour qu'ils arrivent à mieux comprendre les différents types de profils avec qui ils peuvent travailler. Donc ce n'est pas exclusivement du contrôle, c'est aussi de l'accompagnement, c'est de l'écoute. Donc c'est presque du sur-mesure, en fait, c'est du management sur mesure. On adorerait, mais oui, il y a vraiment cette dimension écoute et aussi empathie, je pense, qui devient un soft skills, qui devient très important, la compréhension des situations, encore plus dans un monde où l'organisation du travail est en plein changement et ébullition, et on a envie de l'adapter. Mathieu, un dernier mot, c'est intéressant parce que là, ça concerne votre business. C'est plus votre organisation, mais votre business. Dans l'étude, il ressort que les DRH souhaitent plus d'outils, pas seulement des outils de gestion de paye, mais ils vous demandent des outils plus collaboratifs et de communication interne. Ça va exactement dans l'esprit de ce dont on parle là, depuis quelques instants. Oui, exactement. C'est vrai. L'outil, je pense, peut permettre de faire gagner du temps, de faciliter le travail des équipes sur les sujets administratifs, par exemple la paye ou les RH, derrière, pour qu'ils puissent se concentrer sur créer ce monde du travail du futur qui soit plus autour de l'humain et des équipes. Alors, votre étude, il faut le rappeler, on la retrouve sur votre site, Payfit, mais c'est le début de quelque chose. Vous allez poursuivre évidemment vos enquêtes, puisque ce sont des enquêtes, tous les 6 mois, tous les ans, pour essayer de suivre l'évolution? Oui, on est vraiment sur une première tendance, donc on a envie de creuser ce sujet-là. À la rentrée, on aura des sessions de travail dédiées entre Next 40 et CAC 40 pour réfléchir justement au futur du travail
à quoi ressembleront les bureaux de demain, quel devra être le rôle du télétravail, de la flexibilité. Et on a envie de continuer comme ça dans les prochains mois, prochaines années, pour pouvoir créer des synergies en tout cas. Vous reviendrez nous en parler, mais je sais que vous aussi, chez Payfit, vous êtes en train de totalement muter, vous changez de locaux, vous réorganisez vos espaces de travail, donc c'est quand même une mutation profonde que traversent ces entreprises-là. On est en train d'y réfléchir, on en parlera un peu plus à la rentrée. C'est une mutation profonde et au-delà même du métier, effectivement, ça change le rôle des RH. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte, qui vont être là pour l'accompagnement des équipes. Et en tout cas, pour nous, il y a un mot, c'est donner plus de flexibilité pour s'adapter aux situations géographiques ou même en fonction des situations familiales des personnes pour qu'ils soient le plus épanouis et trouver un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc sans nous le dire, vous êtes en train déjà de travailler sur une péréquation entre télétravail et présentiel. On veut laisser de la flexibilité aux équipes, en tout cas sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'il y a des gens, et on se rend compte, qui n'ont pas envie de faire. Ils ne veulent pas, ouais, c'est vrai. Ils seraient mieux au bureau. Ouais. On le voit d'ailleurs, c'est souvent les populations plus jeunes qui n'ont pas forcément encore de repères. Donc ils ont besoin de cadre. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'équipes. Nous, on le voit dans nos équipes, parfois qui sont assez jeunes. Je suis content d'être au bureau. Ils retrouvent leurs amis, c'est leur vie sociale aussi. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas dire télétravail absolument, il faut trouver cette flexibilité en fonction des situations. Mathieu Bernard, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes un jeune directeur général Payfit France avec cette étude à découvrir. Alors c'est un début, c'est un premier pas, puis qui va évidemment, c'est une première pierre pour poursuivre cette réflexion autour de ces mutations des RH. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda et Welcome to the Jungle. Working Progress, comme chaque jour, avec Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, c'est Jérémy Cléda, le cofondateur de cette entreprise qui m'accompagne chaque jour. Alors, on parle de management émotionnel, et puis avec vous, là, aujourd'hui, on parle de formation interne, c'est-à-dire de cursus qui se font dans l'entreprise. Oui, exactement. Quand on parle de formation, on sait... D'ailleurs, je vais reprendre quelque chose que fait Capgemini avec Marie Clarousse. Vous êtes la dirigeante de l'école by Capgemini. Quand on va sur votre site, on voit une phrase, c'est 85% des jobs qu'on devra pourvoir en 2030 ne sont pas encore connus. Donc là, le sujet des compétences dont on a besoin actuellement, c'est un sujet. Et il y a un petit dicton qui dit parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, clairement, des entreprises se sont un peu emparées de ça et se sont dit mais en fait, parfois les formations actuelles font un peu défaut, ça ne colle pas avec nos besoins. Et donc du coup, on va créer une école, une académie, en tout cas un système de formation en interne pour former nos talents. C'est ce que vous avez fait chez Capgemini. Comment vous est venue un peu cette idée-là et comment vous faites maintenant pour en faire profiter à vos collaborateurs ? Alors effectivement, on a fait ce constat qui est que la formation académique et les formations professionnelles que l'on faisait déjà au sein de Capgemini ne suffisaient pas à développer les compétences de demain. Et donc Capgemini est aujourd'hui... C'est mauvais signe, si je peux me permettre. Enfin, je vous le dis, comme ça. Non, je pense qu'il y a toujours de la complémentarité entre ce qui existe et ce que les entreprises doivent faire. Et c'est aussi une remise en question perpétuelle et une adaptabilité, une flexibilité que l'on doit avoir. Et puis Capgemini, leader sur son marché, se dit, voilà, moi j'ai aussi une responsabilité en tant qu'acteur. Et donc on a cette logique de travailler en écosystème. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour développer ces compétences de demain avec 3 axes. Le développement personnel, on parlera de l'intelligence émotionnelle tout à l'heure, mais on en tient compte. Le métier, qui est la pierre angulaire. Aujourd'hui, comment on accompagne nos clients. Et puis, une solution techno qui vient répondre à ça. Et pour ça, on s'associe avec 2 partenaires leaders sur leur marché. Parce qu'on est plus fort à plusieurs. Et du coup, j'imagine que, en fait, quand on voit des entreprises faire ça, c'est une sorte un peu de désaveu des formations qui peuvent exister dans le public ou le privé. Oui. Mais finalement, vous avez la même question qu'eux. C'est pour les métiers de demain qu'on ne connaît pas encore. Comment vous arrivez à les identifier ? Alors, il y a la proximité avec nos clients. Bien évidemment. Il y a notre institut de recherche Capgemini qui scrute aussi les tendances. Qui nourrit après l'école. Exactement, les tendances de demain. Et puis, pour répondre à votre question sur les formations académiques, je pense qu'on est dans de la complémentarité et on a besoin aussi de profils ingénieurs qui vont sortir. L'école est là pour développer des compétences avec un système, en tout cas une approche un peu innovante par rapport à ce que l'on faisait avant, parce que c'est une approche qui est packagée. Et justement, ces écoles, vous pensez aussi à travailler avec elles plus étroitement, à former des cursus joints, parce qu'on se dit,
Alors du coup, ce que vous donnez chez Capgemini, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors voilà, Vous les gardez pour vous? Non, dans les partenariats que l'on crée, puisqu'on crée des partenariats par thématique business. Donc la première que l'on a créée, c'était autour du digital manufacturing avec les arts et métiers et Dassault Systèmes pour la partie solutions 3D expérience. Et la deuxième filière que l'on lance là en juillet est autour de la digitalisation des métiers de la finance et de la supply chain. Et donc là, on a choisi l'EM Lyon et SAP comme éditeur techno. D'accord, donc toujours un pied dans l'académie, Un triptyque. un pied dans le business. Exactement, ensuite, parce que pour chacun des métiers, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment les leaders sur leur métier et de faire profiter aux apprenants du meilleur. Et donc, qui aujourd'hui, sur l'industrie et le digital manuf, est le plus à même de parler de ça en termes de Mais métier. pour ceux qui nous regardent, que les choses soient claires, ceux qui vont être formés par ce triptyque, ce tabouret, ce sont des personnes que vous allez recruter, qui vont travailler chez vous. Alors, ce sont des personnes que l'on recrute et ce sont des personnes qui sont déjà chez nous. D'accord, non, mais voilà. Et d'ailleurs, concrètement, parce que Capgemini, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise, c'est quand même 200 000 personnes, 220 000 je personnes, crois, dans le monde. On imagine que former 200 000 personnes d'un coup, c'est compliqué. Comment vous arrivez à choisir les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces formations? Et est-ce qu'il y a des modalités particulières? C'est gratuit, j'imagine. Il y a des contreparties. Comment ça fonctionne? Alors, c'est un dispositif qui aujourd'hui est pilote en France, donc que l'on pourra déployer dans les autres entités du groupe quand ça fonctionnera et quand on sera totalement rodé. On travaille beaucoup sur l'appétence finalement et la posture des salariés ou des apprenants. Et on va travailler avec des séries d'entretiens, mais aussi des assessments. On a mis en place des petits entretiens de type Fast and Curious, voilà, pour un peu démocratiser justement ce processus et totalement fédérer et intégrer les gens à booster leur carrière, à intégrer un programme de formation qui dure 4 mois. C'est 4 mois. Ouais, donc c'est toc 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 chez la DRH. Je suis ingénieur, je suis chez vous, j'aime mon entreprise, j'ai appris qu'il y avait une école, j'ai envie d'y accéder. Ça se passe comme ça. Mais c'est même, j'adresse directement l'école parce que... J'adresse directement l'école. Non, mais c'est important. J'adresse directement l'école. Et puis, du coup, il y a une phase de qualification. Et genre, voilà, quand vous voulez intégrer la formation de la filière 3D expérience, si vous n'avez pas une appétence pour les produits complexes, ça ne va pas marcher. On est on n'est pas dans de la reconversion, mais bien dans de la spécialisation. Et c'est une trajectoire de carrière qui est pérenne sur des métiers où on sait offrir un job pour plusieurs années derrière. Donc voilà, il faut que les gens adhèrent et soient passionnés aussi par ce qu'ils vont faire. D'accord. 4 mois, c'est long, finalement, dans une entreprise. 4 mois à temps plein, sans retourner dans l'entreprise, on est d'accord? C'est 4 mois à temps plein. C'est 4 mois à la fac, c'est 4 mois à l'école. Ils sont dans l'entreprise. C'est vrai qu'on pense à des modèles qui existent encore. Par exemple, il y a beaucoup de cabinets de conseil qui envoient certains de leurs protégés faire un MBA aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est le nouveau MBA, mais made in France? Made in France, ou en tout cas fait par l'interne pour les équipes? Alors, c'est effectivement une formation extrêmement qualitative. Genre les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. C'est un vrai engagement, un vrai investissement de votre part. C'est un réel investissement de la part de Capgemini et on joue toute notre responsabilité et on joue pleinement notre rôle. Il faut le dire clairement, il ne faut pas le perdre au bout de 6 mois. Non, il ne faut pas le perdre, mais on croit véritablement dans la proposition de valeur que l'on fait. C'est-à-dire que c'est 4 mois où ils vont apprendre le métier, ils vont développer leur intelligence émotionnelle, on travaille sur la psychologie positive, on travaille sur l'unicité, sur l'individu, en quoi je suis unique, qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise, comment je trouve ma place, et finalement tout le monde a sa place dans l'entreprise aujourd'hui. Le métier, aujourd'hui quand je parle avec des acteurs métiers, il faut que je sache de quoi je parle. La solution, comment est-ce qu'elle vient répondre à ces problématiques-là. Et puis on finit le parcours avec un stage concrètement sur un projet chez nos clients. Et donc voilà, c'est 4 mois à temps plein, mais 4 mois très intenses et qui demandent un fort investissement aussi de la part des apprenants. Et justement, moi, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez? On rencontre plein de dirigeants d'entreprises qui nous disent j'aimerais bien investir dans mes équipes, mais ça prend beaucoup de temps, c'est de l'argent. Et puis s'ils partent le lendemain, je le perds. Quel serait le bon conseil à leur donner pour leur dire, écoutez, en fait, il faut aller un peu plus loin de ça et développer l'employabilité des gens. C'est un investissement de long terme qui a du sens pour aller aussi dans le même type de projet que vous faites? Alors, je crois véritablement, moi, à l'équilibre dans la relation entre l'employeur et l'employé. Et cet investissement, il est gagnant pour l'entreprise, mais il est aussi gagnant pour le salarié. Et le salarié mesure, en fait, la qualité de l'investissement et de l'enseignement qui lui est dispensé. Et c'est un pari qui est fait par les entreprises de dire, voilà, j'investis. Et c'est pas... On m'a beaucoup donné, il faut que je rende. Et c'est pas
la formation comme un élément de reconnaissance, mais comme un accompagnement et comme une nécessité de l'entreprise de faire évoluer aujourd'hui les compétences de demain. Merci Marie Clarousse, directrice de l'école by Capgemini, mais made in France, comme disait Jérémy. Merci d'être venu faire un détour par le plateau de Smart Job et de Working Progress. Tout de suite, c'est Travailler demain, à la rencontre d'une autre entreprise, d'une autre initiative. C'est tout de suite. Retour sur le plateau de Smart Job avec Travailler demain. Jérémy Cléda, évidemment, est avec moi. Là, on parle de... Là aussi, c'est lié à la formation, évidemment. Alors, c'est pas de la formation initiale, c'est de la formation pour apprendre tous les jours, si je veux résumer. Oui, et en entreprise, le sujet, on parlait de formation de manière plus théorique. En fait, la question maintenant, c'est comment on la délivre, en fait. La diffusion, c'est aussi important que le contenu. Les deux sont clés. On va en parler avec Jessica Poucheret. Bonjour. Vous êtes la directrice associée de Skills Day. Vous êtes une agence digitale spécialisée dans la pédagogie et le mobile learning. Donc c'est vrai que la formation, ces dernières années, il y a plein de mots nouveaux et d'anglicismes qui se sont créés. Quelles sont les principales innovations justement qui ont eu là-dessus et pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à ces nouveaux modes plus en phase avec nos habitudes, très mobiles et plus uniquement le présentiel qu'on a pu connaître en entreprise où il fallait qu'on se rende dans une pièce, un bureau, il y avait quelqu'un qui nous attendait. D'ailleurs, on était potentiellement avec d'autres personnes. Et puis, en fait, c'était le reflet de l'école qu'on a connue avant. Voilà. Qu'est-ce qui fondamentalement change avec Skills Day ? Donc Skills Day, c'est un organisme de formation et on aurait pu partir comme n'importe quel organisme de formation traditionnel dont il en existe beaucoup, sauf qu'on a voulu se spécialiser dans le mobile learning. Ça fait 5 ans qu'on existe et quand on a regardé ce qui se faisait d'innovant sur le marché de la formation il y a 5 ans, en France est en train d'arriver le mobile learning. Donc on s'est engouffré dans la brèche et on y est allé et même si on... Apprentissage sur portable. Exactement. Donc le principe, c'est que les formations sont sur le mobile, sont sur cet objet du quotidien. C'est la première chose que vous regardez le matin, c'est la dernière, que vous voyez le soir. Et en même temps, maintenant, pourquoi pas apprendre pendant votre journée de nouvelles... morceaux. Par petits morceaux. Donc on parle de nuggets de formation, de micro-learning, de crunch. Voilà, donc ça se réfléchit en termes de contenu et de mise à disposition du contenu de façon différente. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se dit, l'apprenant, on est en concurrence avec Instagram, Facebook, et hop, il faut qu'il aille apprendre. Donc il va falloir l'engager, il va falloir lui donner envie d'y aller, il va falloir ajouter de la gamification, il va falloir... Donc il faut réfléchir à tout ça. Et puis en termes d'innovation, et par rapport à ce moment qui n'est plus un moment de formation défini où on va à un endroit bien spécifique, et bien là, on va pouvoir aussi lui permettre de penser sa formation en mode je vais avoir ça à faire dans quelques heures. Ah, tiens, je regarde ma formation et je vais apprendre tout de suite quelque chose. Je revois, je révise et après, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Justement, c'est très juste ce que vous dites. Nous, par exemple, on a eu beaucoup d'échos pendant le confinement. Comme on était tous à la maison, en fait, était en confrontation directe ce qu'on utilisait en perso, donc Netflix, Spotify, etc., tout ce dont on a l'habitude, et des outils d'entreprise. Et donc là, il y avait un choc des cultures absolument terrible. Comment on fait alors pour remettre la formation un peu au goût du jour quand on a connu Netflix et des super productions ? On a beaucoup de gens qui nous disent « Moi, j'ai pas forcément envie de me taper la vidéo qui a une vingtaine d'années. » D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière. Hein. En plus, c'est toujours les mêmes types de représentations. C'est vieillot, c'est un peu... Comment vous concurrencez Instagram alors c'est vrai que la qualité d'image joue beaucoup. Vous êtes fixé un sacré défi. Tout à fait. Et on travaille beaucoup sur le storytelling pour la peine. Donc, dernièrement, on a sorti une formation qui a très bien marché et où on a eu des bons retours sur le blanchiment d'argent et la mise en perspective... Rassurez-nous, vous apprenez pas à blanchir de l'argent. Non, on apprend à lutter contre le blanchiment d'argent. Parce que vous n'avez pas mis le mot devant. Pour préciser, donc c'est des entreprises qui vous demandent de créer des formations sur mesure pour leurs collaborateurs, etc. Et donc là, on va faire du storytelling et on a mis un environnement un peu à la Dick Tracy avec un détective dans une ville un petit peu sombre à qui il arrive des péripéties et ils apprennent comme ça à lutter contre le blanchiment d'argent. Donc là, il y a cette mise en perspective. Le storytelling aide beaucoup justement à confronter l'apprenant à son quotidien, à ce qu'il vit. Alors soit on raconte une histoire, soit on va aller lui montrer des exemples entre pairs avec des personnes de son entourage, des professionnels du même secteur qui vont lui apprendre avec des histoires comment aller vers ça.
Et ça demande de la discipline, excusez-moi, parce qu'à l'école, on a un professeur qui nous observe à la loupe pour savoir si on étudie. Là, ça veut dire qu'on part du principe que l'apprenant est vraiment dynamique, lâche pas le téléphone, continue. Comment vous savez que la formation va jusqu'au bout? Alors, déjà, on a des statistiques, hein, vous imaginez bien, digital rime avec beaucoup de statistiques, voir, donc on suit beaucoup nos apprenants, mais il faut aussi en l'engager. L'engagement passe par la qualité du contenu, mais va passer aussi par le travail du manager. Il faut que dans l'école, justement, ce qu'on a vu juste avant avec Capgemini, il y a de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va les inclure dans un dispositif, on va les valoriser dans ce dispositif, donc c'est important d'aller vers ça. Le dispositif qui est mis en place derrière, comme on va créer un groupe WhatsApp, on va créer du social, on va créer la possibilité de s'échanger des messages entre apprenants d'une même session, va faire qu'ils vont s'engager entre eux et puis ils vont apprendre aussi les uns des autres à la même vitesse. Donc ça, c'est important. Finalement, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression qui ressort de tout ça. Pendant quelques années, sur la formation, on a beaucoup parlé d'outils, de techniques. On s'est dit, en fait, le mobile, etc., ça va révolutionner les choses. J'ai l'impression que depuis quelques temps, en fait, on revient un peu aux sources, qui est la qualité du contenu, la qualité de ce qu'on apprend. Et est-ce que ça aussi, c'est la tendance qu'on retrouve aussi, par exemple, Netflix, finalement, le sujet, c'est la qualité profonde du contenu qui est délivré, et puis évidemment, sa délivrabilité. Mais est-ce qu'on en revient quand même un peu aux fondamentaux et on s'éloigne un peu des choses un peu gadgets qu'on a pu écouter? Nous, on pense nos formations et on les conçoit avec nos clients en leur disant que le mobile learning n'est pas un gadget. S'ils veulent faire du gadget, il faut aller faire d'autres types d'applications. Mais nous, on est persuadés qu'en faisant du mobile learning, il y a des choses à apprendre. Donc c'est comme ça qu'on va aussi aider nos clients à concevoir leur formation, c'est de leur prouver que ce n'est pas de la gadgetisation, que ce n'est pas un effet de mode, mais qu'il y a énormément de points d'appui grâce à cet outil qui est dans la poche, dans l'apprentissage des collaborateurs. Faites le pari qu'on peut apprendre et s'accrocher à une formation à travers cet outil. Exactement. Merci Jessica Poucheret d'être venue. Vous êtes la directrice associée Digital Learning Manager de Skills Day. Skills Day, bah oui, voilà. Et ben, je vais devoir aller assez rapidement sur votre site de Skills Day pour apprendre évidemment les rudiments de l'anglais. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous Jérémy. On se retrouve demain, bien entendu, pour un nouveau Working Progress. Puis tout de suite, c'est le cercle RH, le management émotionnel. Oui, est-ce que le cheval est le meilleur ami du manager? Pas toujours. On en parle. Le cercle RH avec mes invités, je l'évoquais, le management émotionnel. Qu'est-ce que c'est? On le comprend, on parle l'intitulé. On va parler du management émotionnel et de l'équi-coaching, c'est-à-dire l'utilisation du cheval pour bousculer, modifier le comportement des managers. On en parle avec mes invités parce que c'est vrai que la crise Covid, on le sait, on le dit beaucoup sur ce plateau, modifier la manière dont les managers vont devoir diriger ou pas leurs équipes. On fait le point et on en parle, c'est un sujet passionnant. Arnaud Camus, merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de l'Académie Equi-Coaching, membre des EDC qui sont les entrepreneurs chrétiens par ailleurs. Vous faites un boulot incroyable et on va en parler. Puis vous avez écrit un livre avec vos deux acolytes qui vous accompagnent pendant les formations, Equi-Coaching, l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. Ça, c'est le livre sorti dans la collection Actes Sud, qui est une belle collection du domaine du possible. Avec moi, Isabelle Lamotte. Bonjour Isabelle, vous êtes directrice Arnaud. Associée de l'activité People et Organisation chez Capgemini. On parle beaucoup de Capgemini aujourd'hui sur le plateau. Merci d'être là. Vous avez, vous, une analyse et une définition d'ailleurs du management émotionnel. Je crois même que vous avez subi, je ne sais pas si vous l'avez subi, mais vous avez participé à une formation d'équi-coaching. Peut-être vous nous ferez partager vos sentiments. Benoît Serre, merci d'être là. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, qui, on ne le dit jamais, qui regroupe combien? 5000 Un peu plus de 5000, oui. Un peu plus de 5000 DRH. 5000 DRH en France. Voilà, et vous êtes senior partner au BCG, le Boston Consulting Group. Merci à vous trois. D'abord, quelques images pour juste qu'on y voit clair. Parce que c'est votre quotidien. Vous n'êtes pas habillé en costume quand vous faites vos formations, parce que, évidemment, vous êtes un cavalier. Regardez ces images, on va les commenter. Arnaud, qu'est-ce qui se passe là, par exemple? On emmène un cadre? Alors, on emmène un cadre et on essaye de déceler sa compétence managériale dans le management de proximité ou de distance. En fonction de son aisance à avoir un cheval à 5 ou 10 mètres ou à 3 mètres, il va percevoir sa facilité de manager. Et on va travailler sur sa
compétence déjà acquise peut-être pour améliorer sa compétence en distance ou à travailler sa faiblesse, si j'ose dire, d'une compétence de proximité. Et plus le cheval s'éloigne, plus le cheval doit être commandé, doit être connecté avec vous. Donc à la voix, puisque la je crois que la règle, c'est de ne pas forcément toucher le cheval. Alors, pour certains exercices, en l'occurrence celui-ci, on est en longe, mais on s'aperçoit que moins on tient le cheval, moins on a de contact dur et un peu ferme, Ferme, ouais. là, plus il est dans l'action, plus il est dans la capacité à faire quelque chose pour vous. C'est intéressant que vous les commentiez, ces images, vous les vivez de l'intérieur. Quand une entreprise vous envoie des équipes, des grandes entreprises, pour certaines d'entre elles, et vous envoie une équipe de cadres, une équipe, il y a parfois des tensions, il y a parfois des hiérarchies. Vous dites, on est nu face au cheval. Alors, le cheval a la capacité de pouvoir vous scanner en 3 minutes. Nous, notre premier exercice s'appelle l'effet miroir. Je vous mets seul avec un cheval dans le manège, je vous demande de ne pas le toucher, mais de le mettre au pas, au trot, au galop, en fonction de la stratégie que vous allez pouvoir déployer. En 3 minutes, comme dans une prairie, le cheval va savoir à qui il a affaire. Il sent. Alors, il vous voit, il vous capte. C'est-à-dire qu'il a à peu près... Nous, on a décodé 54 points de lecture sur le cheval. Et ces 54 points de lecture, à chaque passage, on va vous en faire la retranscription. Ma partenaire, Laurence Fichy, psychologue, va vous faire un portrait psychologique sur votre manageante. Et moi, je vous fais un portrait managérial. Et comme le cheval ne ment pas, on ne se trompe pas. Et un cavalier vous accompagne, un cavalier Alors, qui a... Jean-Luc Force, notre cavalier olympique, fait justement l'autre exercice sur le management de distance ou de proximité. Isabelle Lamotte, puis je donne la parole à Benoît Serre, parce que vous avez été DRH. La question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous auriez été tenté, parce que diriger des hommes, c'est gérer des conflits, c'est diriger des difficultés. Vous l'avez vécu, Isabelle Lamotte. Alors, vous appartenez à une très grande entreprise, Capgemini, et vous l'avez vécu dans votre chair. Qu'est-ce que vous en avez ressenti de cet coaching? Alors, ça reste pour moi une expérience incroyable. Je l'ai fait il y a 5 ans ou 6 ans, à titre personnel, c'est-à-dire que ça existe en collectif, je pense qu'on y reviendra, ou en individuel. Je l'ai fait en individuel. Et le moment où vous rentrez sur le manège et vous avez le cheval qui vous regarde, c'est un comme instant ça, incroyable. c'est une espèce de moment incroyable et il se passe exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interaction qui se passe, vous avez l'impression de passer, d'être nu, d'être passé au scanner totalement et il se passe quelque chose avec l'animal, entre l'animal et vous, que vous aimiez les animaux ou pas d'ailleurs, je pense que ça n'a rien à voir, moi j'ai rarement vécu ça dans ma vie et vous vous retrouvez tout seul, vous retrouvez à un moment vous êtes totalement déstabilisé. Précisons qu'il n'y a pas le langage, parce que le langage chez les humains est une manière... Là, on est dans un silence, on est dans non-verbal. On est dans le non-verbal. C'est du non-verbal total, et vous êtes en interaction, et ce qui est incroyable, c'est que vous vous rendez compte à ce moment-là de la puissance de l'esprit, si vous ne l'aviez pas vu avant, c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de parler, pas besoin de toucher, et en se concentrant, moi j'ai retenu un truc qui me sert tout le temps, qui est poser son attention. J'ai entendu ça, etc. C'est-à-dire que quand même, vous vous rendez compte... Poser son attention. C'est l'intention, comme on dit chez les sportifs. Exactement. Intention qui est que quand même, quand vous faites du management et que vous expliquez à quelqu'un ou vous attendez quelque chose de quelqu'un, si vous n'êtes pas clair, ça paraît une lapalissade, mais il y a peu de chances que ça marche. Et c'est exactement ça. Et si votre intention n'est pas claire, quand vous rentrez dans le manège, il ne se passe rien. Ou en tous les cas, ce qui se passe n'est pas ce que vous aviez l'intention qui s'y passe. Et donc, c'est une expérience personnelle incroyable. On voit ces images parce qu'il y a plusieurs chevaux. On y reviendra, Arnaud. Je vais donner la parole à Benoît Serre. Mais il y a aussi d'abord ce premier rapport où les participants peuvent choisir librement l'animal. Donc il y a un choix comme ça. La qualité de notre formation vient surtout qu'on a, entre Jean-Luc Force, Laurence Fichy et moi-même, on a 60 chevaux. C'est ça. On est éleveur de chevaux de compétition de haut niveau qui font jusqu'à des concours internationaux. Donc c'est des chevaux de compétition pour des salariés de compétition. C'est des Formule 1 que vous mettez devant. C'est des Formule 1, ni plus ni moins. Et on va amener sur chaque formation entre 4 et 6 chevaux qui correspondent au brief qu'on a eu de notre client. Et en fonction des stagiaires que nous avons, si on a des gros leaders, on a des chevaux qui sont des champions. Vous adaptez aussi. Nos chevaux sont choisis en fonction des stages que nous avons. C'est pour ça notre portefeuille équin de 60 chevaux est essentiel à la réussite de nos. Donc vous allez challenger, on va y revenir, vous challengez ce leader ou celui dont vous a défini avec comme son miroir. dur avec son miroir, et il va être dompté, et il va devoir... C'est pas la force qui va marcher, donc il va falloir trouver des stratégies pour pouvoir créer la connexion. Ouais, c'est passionnant. Benoît Serre, vous adorez? J'adore. Vous aimeriez, vous auriez engagé vos équipes? Oui. D'ailleurs, j'ai de regrets, mais je le ferai peut-être dans le futur. Du coup, j'aurai peut-être l'occasion de le faire. Mais ce que je trouve intéressant, si on prend, je trouve vraiment intéressant. Puis j'ai pas mal lu de trucs avant de venir quand même sur ce plateau pour regarder ça. Et il y a une chose qui me frappe beaucoup dans le management depuis longtemps. Je me suis pas mal exprimé là-dessus, c'est le fait que
on va vers un système où la première qualité du manager, c'est sa légitimité. Et sa légitimité, elle ne repose pas sur un titre, elle ne repose pas sur une fonction, elle ne repose pas sur je ne sais pas quoi, elle repose souvent sur ce que la personne est par elle-même. Et ce que j'entends de ce que dit Isabelle ou ce que dit Arnaud, c'est que comme le cheval ne ment pas, la légitimité, elle est là ou elle n'est pas là. C'est une autre forme de confiance, la légitimité. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Et je trouve en plus que il ne faut pas se leurrer. Plus vous êtes haut dans les organisations, plus le fait de vous remettre en cause comme cela, à nu, comme tu disais, c'est un acte de courage managérial personnel quand même d'oser le faire. Mais ça rejoint un autre aspect qui est effectivement l'hyper-domination. Alors, intelligence émotionnelle, maintenant on dit les soft skills ne sont pas tout à fait la même chose, mais tout cet ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles générations en particulier ne sont absolument pas sensibles aux titres, etc. Ils sont sensibles à qui est la personne et ils suivent assez moins aisément vertical, plus horizontal. Un leader. Moi, je crois que les managers choisissent leur manager. Voilà. Profondément. Non, mais comme les Français choisissent leur président, parce que c'est un peu ce qu'on dit. Sauf qu'ils ne les lisent pas. Ils ne les lisent pas. Non, mais vous voyez. Donc, à aucun moment, le manager peut se réfugier derrière « Ah, bah, j'ai été élu pour 5 ans ». Il peut pas. Il est élu tous les matins, quelque chose. Il est en danger chaque jour. Exactement. Mais Arnaud, juste une question, et je vous donne la parole. Mise à nu des fortes personnalités, parce que l'entreprise, elle a quand même une petite idée derrière la tête quand elle vous donne, comme vous l'avez dit, le brief. Elle vous dit, moi, j'ai une très grosse entreprise, j'ai 6 personnes, j'ai un conflit. À vous de jouer. On les gère. Et ça, vous gérez. On nous demande de faire des miracles, on y arrive. Parce qu'on fait un exercice assez simple. Quand il y en a 2 qui se tapent dessus, on a eu une grande enseigne qui nous a appelés il y a quelques mois et qui nous a dit dans le monde d'équipe, j'en ai 2 physiquement qui se tapent dessus. Comment physiquement? Physiquement, ils en reviennent demain. On a fait un atelier de confiance. C'est-à-dire après avoir fait l'effet miroir, où notre description de chaque personnalité est devant tout le monde. Nos commentaires sont toujours positifs et constructifs. Donc pas facile, ça, déjà. Non, mais ça, c'est une habitude d'aujourd'hui qui est notre règle de base. On est dans la construction. Et une fois qu'on a fait ce portrait où son voisin a vu que l'autre n'était pas si idiot que ça, était plutôt sympathique et qu'il était plutôt apprécié par le cheval, et qu'à son tour, l'autre collègue a vu que l'autre était aussi... Peut-être qu'il avait un fond qui était beaucoup plus intéressant qu'il ne le pensait. On va faire un exercice sur la confiance. On va mettre un cheval au milieu du manège avec un parcours de quilles qui va être sinueux. Et ils vont, à leur tour, chacun à leur tour, être guidés par l'autre. Celui qui va tenir le cheval, qui va guider le cheval à travers ces portes, va avoir les yeux bandés. Et c'est l'autre qui va le guider à droite, à gauche, devant, arrière. Quand vous donnez votre vie... Les 2 ennemis, faut le dire. C'est ça, d'accord. Vous donnez votre vie avec un cheval de 600 kg qui peut vous exploser en l'air en quelques secondes, à votre voisin qui va vous guider à droite et à gauche dans la confiance. Une fois que vous avez fait le parcours aller-retour, on change. Et l'autre va guider ce qui était son meilleur ennemi et qui va devenir son meilleur ami. La marque en question m'a appelé. Après notre journée, ils ont été dans l'hôtel où ils séjournaient. Ils ont dîné côte à côte. Ils ont fait une petite soirée le soir. Et Ambre, la patronne du marketing, me dit Arnaud, il se passait un miracle, ils sont partis en voiture ensemble. Sans accident à la fin. Sans accident à la fin. Et on les a revus après. Nous, on a un atelier, parce qu'on crée des outils avec tout ça, où on a révélé les valeurs managériales de ce groupe qui est arrivé. Et ils étaient, en effet, moi je les ai vus côte à côte dans la salle où j'ai animé cet atelier sur les valeurs. Et c'est devenu les meilleurs copains. Et donc, il y a ce scan, il y a ces exercices qui sont adaptés, on l'a compris, aux configurations de la demande. C'est quoi les grosses demandes aujourd'hui des entreprises, des RH qui vous disent, je le dis c'est du team building, c'est une manière d'adapter en fait des formations. Qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement? Alors, Arnaud, on a besoin de ça, c'est quoi les demandes? Notre best-seller, c'est la cohésion d'équipe. Donc nous, ce sont des ateliers sur la co-construction. Ce que vous disiez tout à l'heure, on est vraiment on réapprend à travailler ensemble par les compétences. C'est pas forcément le boss qui a toutes les compétences. Et il va voir que dans ses équipes, il y a un gars qui sait mieux faire certains dossiers que lui. Et c'est là où le groupe devient intéressant et qui se voit tous embarqués dans une affaire d'unité retrouvée parce qu'ils vont travailler ensemble avec leur légitimité. Le deuxième point, c'est la gestion du stress. On a un atelier exceptionnel avec une bâche bleue. On va vous mettre une bâche bleue qui fait du bruit. Le cheval déteste passer dessus. Il va refuser. Vous avez 600 kilos qui vous dit non. Vous allez essayer avec une grosse voix tout de même de l'amener. Il va vous dire non. Il va se mettre sans doute en toupie autour de vous. Le cheval va peut-être se braquer un peu. Et là, on leur dit d'arrêter tout, de lâcher la longe et on leur apprend à séquencer leur approche. Simplement,
comme vous avez un dossier dans le stress, au lieu d'aller frontalement sur le dossier, vous allez faire le tour du dossier, à droite, à gauche. Vous allez vous mettre même les pieds sur la bâche bleue, montrer au cheval que vous n'êtes pas écroulé. Que c'est possible. Vous allez caresser le cheval, vous allez prendre sa patte avant droite, vous allez le mettre sur la bâche bleue, le cheval va voir qu'il ne s'est pas fait mal, il va retourner, vous faites de nouveau un tour avec le cheval, et de petit à petit, en 5 minutes, il va mettre ses 4 pieds sur la bâche et vous allez le caresser. Excusez-moi, ce que je trouve extraordinaire, Isabelle Benoît, c'est qu'on invente des technologies extrêmement complexes, informatiques, Internet, on a des algorithmes, on en parle beaucoup. Et puis finalement, on a un homme qui est un cavalier émérite, qui est chef d'entreprise, qui nous dit « Moi, je dénoue les conflits avec un cheval et une longe ». Enfin, vous ne trouvez pas ça paradoxal ? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que l'exemple que vous venez de donner, alors, dans la position qui est la mienne aujourd'hui, ou même avant, comme DRH, le problème que vous avez éternellement, c'est que le DG à un moment vous dit mon COMEX n'est pas aligné, les gens ne travaillent pas ensemble, etc. Ça, ce que vous venez de décrire, c'est... Parce que ça, c'est un ça, sujet vous l'avez central. entendu régulièrement, ouais. Et vous avez dit une autre chose qui est essentielle et auquel je crois profondément, et la formation que vous développez répond à cette question-là, en fait, qui est de dire que l'objectif, ce n'est jamais d'additionner des compétences. Jamais. C'est les conjuguer entre elles. Exact. Et qu'il faut reconnaître les forces des uns et des autres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui expliquait qu'en temps de guerre, il fallait mettre en avant les forces des gens, parce que sinon les faibles allaient mourir. Je trouve que c'est intéressant cette approche-là, et c'est vrai que ça ne m'étonne pas que ce soit la principale question que je vous pose, parce que 95% des COMEX que vous croisez, vous avez toujours un qui vous dit les gens ne sont pas alignés, ils ne travaillent pas ensemble. Mais parce qu'on essaye d'additionner des gens, et donc en additionnant des gens, et sans doute c'est la fameuse bâche bleue, je vous avais dit que j'avais trouvé ça génial, c'est qu'on additionne des gens, on les met en situation d'être concurrents de leurs compétences, et non pas de jouer collectif et de jouer ensemble. À la suite de ces exercices, ils apprennent, surtout dans les collectifs comme Ex-Codir ou comme sur leurs équipes, qu'on est souvent au rythme du plus faible. Donc, quand ils intègrent cette notion, le plus faible va ralentir le groupe. Et je vous assure qu'ils mettent en place des capteurs de signaux faibles pour repérer celui qui va pour le mettre toujours dans le rythme de la tête de proue du bateau. Isabelle Lamotte, je vous donne la parole, mais juste d'un mot, j'ai lu dans quelques articles, j'ai lu un des articles dans les Échos notamment, où la journaliste elle-même joue le jeu et s'en sort bien mieux que les cadres qui étaient invités ou les dirigeants qui étaient invités, donc ce qui crée une situation un peu paradoxale. Puis j'ai lu aussi qu'il y avait des larmes. Il y a des moments où il y a un effondrement, où la résistance tombe. On a des chevaux, certains groupes... Le RH qui nous donne notre brief nous dit voilà, j'ai une personne qui a fait un burn-out. Elle est dans l'équipe. On a des chevaux qui ont fait des burn-out aussi. Donc je vais amener un cheval qui a fait un burn-out. Et quand vous avez un cheval qui a fait un burn-out et que vous avez une salariée qui a fait un burn-out, il se passe un quart d'heure d'un truc surréaliste. Ils vont se parler pendant 15 minutes tous les deux, dans une confidence incroyable. Et, une sorte d'intimité spirituelle. Oui, il y a la compréhension de l'un à l'autre. Et puis là, on va reconstruire. Donc on déroule ce burn-out, on va reconstruire sur une base de confiance, sur une base de respect. Et les gens repartent avec une... Mais ils veulent nous racheter nos chevaux, nous on a un problème. Oui, parce qu'ils se sont attachés à l'animal. Ceux qui avaient de la peur phobique le matin, me disent ok, j'ai une histoire d'amour. J'ai compris là. Voilà. Et c'est un outil incroyable, émotionnel. Les chevaux perçoivent vos battements cardiaques à plus de 20 mètres. Mais ce que j'ai lu, c'est incroyable. Donc, donc le stress, ils sentent quand ils vous voient stresser, vous n'êtes même pas au courant que vous allez stresser, ils sentent vos premiers signes d'angoisse arriver et il va sans doute vous aider aussi à mieux les gérer. Isabelle Lamotte, au-delà de votre expérience, vous parlez quand même de cette intelligence émotionnelle. Vous dites que les entreprises sont rentrées dans le dur. C'est une interview que vous avez donnée dans le Nouvel Économiste. Ça veut dire quoi qu'elles sont rentrées dans le dur? Ça veut dire que de plus en plus, au-delà de la formation d'Arnaud, mais elles doivent se tourner vers plus de travail autour du mental, de la bienveillance, de l'écoute. C'est ça la nouvelle étape là? Oui, enfin, c'est ce que Benoît le disait tout à l'heure. On a parlé, on parle d'intelligence émotionnelle, aujourd'hui on parle de soft skills, etc. En fait, les entreprises se rendent compte aujourd'hui que, comme tu le dis, c'est pas juste quelques individus brillantissimes. On n'empile pas les assiettes. On est davantage sur des logiques ça devient de plus en plus compliqué, donc il faut de plus en plus de compétences différentes et on est bien sur une logique de collectif et de collaboration. Et d'un seul coup, l'intelligence émotionnelle, pourquoi? C'est que pour pouvoir collaborer, et ça rejoint, et c'est l'une des choses de l'équicoaching, c'est que la première des choses que vous faites dans l'équicoaching, c'est vous connaissez-vous, je suis désolée, tu voulais la placer. Non. Vous piquez des idées en plus. Des idées. Mais c'est vraiment se connaître. Vous allez partir en stage. C'est se connaître soi. C'est se connaître soi, parce qu'une fois qu'on se connaît soi, on est bien plus à même
de pouvoir décrypter et de travailler avec les autres. Et c'est ça que les entreprises cherchent aujourd'hui. Les thèmes à la mode, alors vous savez que sur le management, les thèmes à la mode se suivent et se remplacent avant de revenir. Aujourd'hui, on parle de management authentique. Et c'est quoi le management authentique? C'est exactement ça. C'est ce côté, c'est voilà, je suis comme je suis. On travaille en vérité, quoi. Je suis comme je suis avec mes qualités. Arnaud, si je peux me permettre, sans faire le paysan périgourdin, mais enfin, c'est mettre des mots très compliqués sur des choses très simples, en fait, non? Oui, nous, on est dans les bases de la relation, quoi. On est dans les fondamentaux de la relation. Et aujourd'hui, des sociétés du CAC 40 internationales viennent nous voir parce qu'on en a perdu les bases. C'est ça. Et nous, on va remettre ces fondamentaux en place. On remet les pieds au sol. On remet les pieds au sol. Ouais. Vous avez eu des échecs, Arnaud? C'est difficile de le dire. Du bois. Non. Il y a une fois, une grande banque qui est venue et on a eu sur un groupe de 16 personnes, une personne qui était en marge de tous les exercices, qui ne voulait pas les faire, qui regardait loin et tout. On était bien sûr assez surpris, étonnés. À la suite de cette journée, je redébriefe avec la DRH et elle m'a dit, Arnaud, en fait, je vais te répondre à ta question sur cette interrogation et sur l'attitude de ce salarié. En fait, il était en partance. Le lendemain, il nous a donné sa démission. Donc, il voulait pas. Il s'était déconnecté du groupe. Et en se déconnectant, s'il s'était connecté, peut-être qu'il aurait presque eu envie de rester dans l'entreprise, imaginez. Oui, il avait sans doute déjà signé, je pense. C'est ça. Donc il était déjà parti, mais il a accepté de venir. Ouais. Benoît Serre, l'aspect, je dirais, excusez-moi d'utiliser un mot comme ça sur un plateau où on parle de RH et d'emploi, mais presque mystique. Là, on rentre dans un moment où ce qu'on se dit sur ce plateau sont des cadres qui prennent des décisions majeures pour des groupes internationaux qui ont beaucoup de pouvoir et de responsabilités, et qui sont dans une relation un peu mystique avec un animal, et tout d'un coup, ils se redécouvrent eux-mêmes, êtres humains, sensibles, émotionnellement sensibles. Enfin, c'est quand même incroyable. Non, mais enfin, je ne pense pas que ce soit une question de mysticisme ou de pas de mysticisme. On en a déjà parlé ici, l'espèce d'obsession du KPI, du contrôle, du tableau Excel, du machin. Ça existe encore comme un peu, non? Oui, malheureusement trop. Oui. Mais c'est devenu un petit peu l'alpha et l'oméga du management. Donc on a oublié que le management, c'est d'abord... Enfin, moi, je suis convaincu que le premier rôle d'un manager, c'est faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas choisi de vivre ensemble. C'est ça. C'est quand même pas facile. Ouais. Donc c'est ça le sujet. Et on l'a vu avec la crise Covid, on en a souvent parlé ici, on l'a vu avec la crise Covid, tout d'un coup on a découvert qu'il fallait être bienveillant avec ses collaborateurs, on a découvert qu'il fallait leur faire confiance qu'ils étaient en télétravail. Et une dernière chose par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que disait Isabelle, c'est que qu'est-ce qui s'est passé quand le président de la République a déclenché le confinement? Les entreprises se sont retournées en 48 heures. Ils ont donc démontré une extraordinaire agilité sous la contrainte. Le vrai talent demain des managers, c'est que tous leurs collaborateurs et l'entreprise et l'organisation, au titre collectif comme au titre de chacun des individus qui la composent, soient capables de cette même agilité, non pas sous la contrainte d'une crise sanitaire, mais sous le bon sens, la stratégie, la nécessité, etc. Et je crois que ça, en revanche, l'agilité ne supporte assez mal le royaume du KPI. Parce que l'agilité, c'est utiliser l'intelligence des gens. On était avec Jean-François Aubry l'autre jour. Il mettait en avant quoi? Le bon sens. L'entreprise libérée. Le bon sens. Donc je crois que c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je pense que c'est pas du mysticisme. C'est juste... Enfin, quand on écoute, on dit ok, vous êtes en train de m'expliquer que pour que les gens managent correctement, il faut de la confiance, de la bienveillance, du courage, de l'écoute. Ok, on n'a rien inventé en fait. On a peut-être déconstruit en essayant. On a déconstruit et on reconstruit là. Voilà. Arnaud Camus, je ne vous ai pas demandé comment ça vous est venu, parce qu'on a bien compris votre parcours. Vous avez des chevaux de compétition, des Formule 1, vous faites de la compétition, vous en élevez. Comment est née dans votre tête l'idée de vous tourner vers des dirigeants, des managers? Alors, mon activité depuis 25 ans, c'est de révéler les valeurs identitaires des sociétés, des grands groupes, des petits groupes et autres. Une de nos marques, il y a 10 ans, la marque Esté Dupont, maroquinier Joali, me dit Arnaud, ok, on a nos valeurs, on a les valeurs opérationnelles, maintenant j'aurais voulu que tu me les déploies dans les équipes, les produits et les services. Et il me dit, trouve-moi une formation qui soit vraiment un truc qu'on n'ait jamais fait, on est très gâtés dans le luxe, on a fait plein de trucs, il faut trouver quelque chose. Et puis on déjeunait souvent avec lui, il me dit, t'as des chevaux, mais est-ce qu'avec les chevaux, on peut pas faire quelque chose? Ah, ça part comme ça. Pour une fois, quand il y avait un client qui ne mettait pas en état péché mortel par mes chevaux au boulot, j'ai relié mes chevaux au boulot, j'ai appelé 2 amis qui sont en Basse-Normandie dans le Perche avec moi, qui sont éleveurs de chevaux et psychologues et coachs, et on a créé les produits de formation qu'on a eu avec un peu de mal, qu'on a réussi à faire valider par la directe. C'est une formation continue et qui, là, on concourt donc à la retraite. Donc vous servez pour l'après-Covid, là, en ce moment. Voilà, là, on a monté une formation avec le FNE. Le FNE finance nos formations pour recréer de la cohésion, recréer de l'engagement dans les groupes sur une journée. Et là, on concourt pour être CPF.
au vu de nos demandes. Et c'est de grands groupes internationaux qui nous ont demandé. On a un certain nombre de salariés qui souhaiteraient mettre leur CPF à profit de cette formation. Un mot, parce qu'on a bien compris que tout ça se passait dans un manège, que physiquement on mettait des bottes, on mettait des chaussures un peu solides, et puis ensuite vous faites remonter ces valeurs et vous retournez dans l'entreprise. Exactement. C'est vous qui mettez le costume et vous retournez. Je réaccompagne. C'est-à-dire que nos formations sont toujours, on ne monte pas jamais à cheval, c'est toujours à pied. Donc on est avec notre bleu de travail, si j'ose dire, et on repart donc le lendemain avec des étoiles dans la tête pour tous nos groupes. 8-10 jours après, je vais leur représenter le compte rendu de groupe qui est écrit, parce qu'on fait un compte rendu individuel que chaque personne reçoit sur son. Donc c'est quoi? C'est une sorte de sociotype, c'est une manière de. C'est 2 pages sur ce que le cheval a pensé de vous, comment il vous voit, point d'amélioration, ou point de force et de faiblesse, et le conseil des formateurs. Et ça tombe juste? Ils vous disent c'est exactement ça? Et moi j'ai eu des cas où les gars m'ont rappelé après, j'ai montré mon compte rendu à ma femme, elle me dit c'est exactement toi. Donc c'est un révélateur, ce cheval. On ne se trompe pas. Le cheval, il est cash. Donc, nous, on a la chance, depuis 30 ans, d'analyser les chevaux dans les prés et autres. On a 54 points de lecture sur beaucoup plus, mais on a 54 points de lecture sur le cheval. Et donc, c'est par rapport à sa position, par rapport à son regard, par rapport à sa tête. Il va de la queue, il va saliver, il va baisser une oreille, il va regarder l'œil gauche, il va s'éloigner de vous. Et tout ça est un signe. Tout ça est un signe. Signe qui veut dire quoi? Par exemple, quand il bouge la queue? Alors, c'est le relâchement. Le relâchement, s'il se roule devant vous, ce qui est très visible, donc c'est la confiance extrême. Parce que le cheval, dans la nature, si un lion va le bouffer, il ne va pas se mettre sur. Donc là, il se met en danger parce qu'il n'a pas peur. S'il se roule devant vous, c'est que vous êtes le manager d'une confiance à qui on. Il se cabre? Il se cabre. C'est la fuite. On a, dans nos formations, on a une barrière qui limite le manège. On a déjà eu des chevaux qui ont sauté la barrière. Donc, le manager ne voulait pas de ce manager. Ne voulait pas de ce manager. Donc le gars prend conscience qu'il met une pression dingue à ses équipes et qu'il va falloir travailler toute la journée sur comment ramener ce cheval dans une relation proche. Benoît Serre, c'est incroyable ça. Quand quelqu'un, alors le cas extrême que vous venez de citer, un manager, il est là, il est avec ses collègues et le cheval, tac, il s'en va. Comment vous gérez l'après? Bah oui. Alors, le malaise du manager. Alors, notre savoir-faire, notre expérience nous les amène à positiver cette action. C'est-à-dire que il faut on le réinvente dans le sens, regardez, là on a un exemple, on en a besoin pour que vous compreniez les choses, et le manager se trouve un peu en cobaye. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec des épaules droites, une tête fixe, un corps très en avant, il a fait fuir. En réapprenant au manager comment on baisse les épaules, on incline la tête, on souffle, on s'arrête, le cheval va revenir vers lui. Et donc ce même manager va refaire l'exercice pour ramener. Et alors là, c'est la star. Ah ouais, bien sûr. Donc là, ça veut dire qu'il a fait les deux. Il a fait les deux. Il est capable aussi de muter face aux autres qui le regardent. Exactement. Un dernier signe, parce que malheureusement, je resterai avec vous, un dernier signe du cheval parmi les 54. Et vous vous dites celui-ci, il est... voilà, il montre un stress, il montre une angoisse. Alors, quand vous avez le premier exercice, on vous demande de faire bouger le cheval sans le toucher au pas ou trop au galop. Si le cheval met sa tête sur votre épaule, c'est bon signe ça. C'est une proximité rare, et qui commence à mâcher et saliver, et bien alors là, vous êtes son confident. C'est la confidence pure. Donc là, vous êtes le manager de confidence, le bureau à qui on peut tout dire. Vous êtes et les gens les retrouvent. On va jusqu'à trouver les jobs des gens. Moi, je fais très facilement maintenant la différence entre un ingénieur et un. En fonction de l'attitude. Tout à fait. Ouais. Un ingénieur, il se comporte comment? Un ingénieur, c'est normé, c'est méthodo. Et, 2 pas là, 3 pas là, j'essaie tout. Il va avoir une vision analytique du dossier, il ne bouge pas, il va tourner autour du cheval éventuellement, ça va durer 1 minute, personne ne bouge, et au bout d'un moment, il va essayer 2-3 actions pour faire bouger le cheval. Le commercial, il y va. Il va direct, il va discuter avec le cheval. Et il va échanger, il va négocier. Et le cheval dit oui, dit non, dit oui, dit non, bouge sa tête, il va... Et quand je leur dis que voilà, vous êtes... L'autre jour, j'avais une entreprise dans le pétrole et je lui dis, vous êtes un acheteur. Toute la journée, vous achetez, vous vendez. C'était le trader de chez Total. Voilà. Et un DRH? Alors, un DRH, comment se comporte le cheval face à un DRH? On veut le savoir. Il y a plusieurs types de DRH, mais la proximité est souvent là. Proximité. C'est celui sur lequel le cheval vient mettre la tête. L'humain. La proximité, et le DRH se met au pas du cheval. À un moment, on a des photos, on a des images, où, là, vous pouvez peut-être sur ces images, où il y a le pas du cheval et le pas du stagiaire sont au même rythme, à la même cadence.
Et là c'est l'osmose, là. Là, c'est vous mettre à la place de l'autre. Ouais. Et les DRH sont souvent dans ces Et signes. là, c'est les applaudissements des participants. Merci Arnaud Camus d'être venu. Vous reviendrez. Equi-coaching, l'intelligence émotionnelle au cœur de l'entreprise. Ça, c'est chez Actes Sud. Merci à Benoît Serre qui a bien envie de tenter l'expérience. Je suis sûr qu'il va la faire, vice-président de la NDRH. Et merci à Isabelle Lamotte, la directrice associée de l'activité People et Organisation avec un Z. Je l'écris mal ou c'est un Z ou un S? C'est parce que c'est l'anglais. C'est l'anglais, ben voilà. Mais on peut l'écrire. On peut l'écrire avec un S aussi. Merci de nous avoir éclairés. Passez le bonjour à tous vos Formule 1. On les caressera. Exactement, une caresse pour vos beaux chevaux. Merci. On continue notre émission, évidemment. On va s'intéresser à l'emploi avec Fenêtre sur l'emploi, l'alternance. Bah oui, on revient sur les chiffres de l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie, vous venez régulièrement dans notre émission, vous êtes la cofondatrice de Talent Management. On va commencer par l'alternance, parce que c'est vraiment un des cœurs de métier. J'ai envie de dire là, avec le plan jeune qui est proposé par le gouvernement, c'est une solution pour un jeune. Tout à fait. Et même 3 solutions pour des centaines de milliers de jeunes. On a notamment la partie sur le recrutement. Il y a plein d'offres qui sont proposées aujourd'hui pour le recrutement, pour l'insertion, pour les services civiques. Donc en fait, les jeunes maintenant vont vraiment trouver des solutions à chacun de leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose qui est faite par le gouvernement. 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d'avenir. Oui. C'est quoi les métiers d'avenir? Le métier de la tech, les métiers... La tech, le numérique, le digital, la santé, énormément. On a besoin beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants. Là, surtout en ce moment. Peu valorisés ces métiers, Amélie. Très peu valorisés, souvent mal payés, sauf pour la tech. Mais en tout cas, en forte demande. Donc ils vont essayer de les orienter vers ces métiers. On espère qu'ils ne vont pas les garer dans ces métiers un petit peu par obligation. Bien sûr. Mais que on va vraiment travailler leur projet pro, qu'on leur donnait envie d'aller vers ces métiers. Quelques mots sur les 300 000 parcours d'insertion. Ouais. Alors, il y a eu un début de polémique sur ces emplois aidés. Il va y en avoir d'autres. Et il y en aura d'autres. Mais 300 000 parcours d'insertion, ça veut dire quoi? C'est les jeunes qui ont décroché? Oui, c'est les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Donc, on va essayer de les récupérer et de les faire rentrer dans des programmes pour essayer justement de travailler un peu leur projet pro, les aider à découvrir des métiers, à se former, à avoir des formations qui sont qualifiantes et diplômantes. Mais ça va être très compliqué. Ils en espèrent 300 000. Je pense que si on tape sur 100 000, c'est déjà pas mal. Oui, c'est 300 000. C'est l'objectif, parce que certains expliquent que 300 000, ça semble assez compliqué. C'est très compliqué. Et c'est, j'imagine, très onéreux, parce que c'est un parcours très lourd à mettre en place. Les yeux de la tête. Important, certains Français sont déjà en vacances, ils nous regardent sur leur lieu de vacances, mais d'autres sont au travail. L'alternance, beaucoup de jeunes s'inquiètent sur l'alternance, et là vous avez envie de donner vos conseils, presque un cri aux entreprises, ne perdez pas de temps. Recrutez maintenant. C'est ça. Les écoles, elles vont fermer. Là, au 31 juillet, la plupart des écoles vont fermer pendant au moins 3 semaines. Elles vont réouvrir peut-être la dernière semaine d'août. Donc en fait, si vous voulez recruter des alternants, pour septembre, c'est maintenant. C'est maintenant. Il reste donc une fenêtre de tir de quelques jours. Ouais, c'est très étroite. Parce que le côté administratif, c'est une torpeur. C'est à la fois une torpeur et je crois que le dossier est assez lourd à monter. Il est lourd à monter, c'est compliqué. Les écoles ne se sont pas vraiment mis du côté de l'entreprise pour faciliter les démarches. Donc en fait, moi je le vois parce que je recrute 4 alternants en ce moment, 4 dossiers différents, on me fait 4 demandes à chaque fois complètement différentes, des infos différentes à remplir, qu'il faut remplir plusieurs documents avant d'envoyer à l'OPCO, qui va le valider. Parce que tout ça doit être validé évidemment par des administrations et ça alourdit évidemment. Ça alourdit. Rien n'est simplifié. Donnez quelques conseils, c'est important pour les entreprises qui se disent, après tout, voilà, les jeunes, je veux les embaucher. Il y a des règles précises quand on prend un apprenti. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Surtout il faut un maître d'apprentissage. Donc on va dire un grand tuteur qui va accompagner l'étudiant, qui va lui montrer le métier et qui va un petit peu le former, parce que c'est un peu le job de l'alternance, de former nos futurs managers et futurs collaborateurs. Donc ça c'est important de voir aussi et de valider avec les équipes qui va être le tuteur, qui va prendre en charge l'étudiant. En théorie, hors plan jeune, il y a normalement un quota. C'est un maître de stage pour 2 apprentis. Là, ils l'ont fait sauter pour toutes les entreprises en dessous de 250 salariés. Il n'y a plus de limitation. Oui, parce que c'était un élément de blocage quand même. Oui, dans une petite entreprise, c'est en fonction du nombre de salariés. S'il n'y a que 2 salariés, ça fait que 4 alternants. Et ça ne marche pas. Dernier conseil, aux étudiants, ceux que vous souhaitez transmettre aux étudiants avant de partir en vacances, qu'est-ce que vous leur dites? Ciblez les entreprises, intéressez-vous
niveau à leur actualité. Arrêtez de spammer la terre entière en disant que vous adoreriez travailler pour un grand groupe de renommée internationale. On s'en fout. Bon, ça c'est dit. Ça c'est dit. Ça c'est fait. Allez sur LinkedIn en utilisant le moteur de recherche, en tapant par exemple plan de recrutement, alternance, et en cliquant sur contenu, le mot contenu est important, on va avoir toutes les offres d'alternance qui sont proposées directement par les entreprises en dehors de la partie offre d'emploi. Ça c'est très important comme conseil pratique. Il y en a tous les jours. Moi, je les ressens sur nos pages et il y en a des dizaines. Tous les managers déposent leurs offres. LinkedIn ou le site Talent Management sur lequel évidemment vous pouvez aussi vous référer, c'est important. Et puis les alumni quand même, les anciens élèves. Essentiel, aller toquer à la porte des anciens élèves qui ont fait la formation, regardez que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, ou les étudiants, dans quelle entreprise ils ont fait leur alternance. Parce que potentiellement, si ça s'est bien passé, l'entreprise sera ravie de reprendre un étudiant de la même école. Amélie Favre-Guittet, merci pour votre concision et tous ces conseils pratiques, tant aux entreprises évidemment qu'aux étudiants. Vous revenez quand vous le souhaitez. Je vous souhaite de bonnes vacances si on ne se revoit pas, évidemment. Moi, je serai là demain pour un nouveau Smart Job. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes qui sont riches sur Be Smart. Bye bye, à demain.